Le Président, bonjour à tous. Oui, Monsieur Ticker, vous avez un nouveau membre dans votre équipe aujourd'hui. Est-ce que vous ne pourriez pas la présenter? Oui, Monsieur le Président, comme nous l'avons dit hier, Katrina Gustafsson est venue aujourd'hui nous rejoindre, le Président. Merci. Vous pouvez poursuivre. Merci, Monsieur le Président. J'avais indiqué hier que je fournirais des citations à huis clos. Ces citations ont déjà été données à la défense, mais nous devrions passer à huis clos partiel de manière à ce que je puisse les donner à la Chambre. Le Président, plutôt. Nous sommes en audience publique, Monsieur Teger. Merci, Monsieur le Président. Je pense avoir également signalé que je répondrai à une série des questions posées par la Chambre dans son écriture de vendredi. Je vais le faire maintenant. Ce qui concerne la question 5, à savoir la question de savoir si ou quelle est la raison pourquoi l'appropriation ou la confiscation ne figure pas à la note 8. La réponse est non. En fait, simplement, nous ne prévoyons pas de responsabilité criminelle pour ce qui est du pillage et de la confiscation dans les municipalités figurant dans cette note. Merci. En ce qui concerne la question 6, vous avez demandé comment l'accusation combine des contradiction qui existe entre des faits jugés et les preuves en ce qui concerne le stade de football de Ban-Scandinavie. Pour nous, il n'y a pas de contradiction. Il y avait 700 personnes qui ont été détenues dans ce stade et nous avons un témoin qui a, dans son témoignage, dit que nous n'avons pas été physiquement maltraité ni passé à tabac, P686 page 24, alors qu'un autre a témoigné que des témoins, ou en tout cas qu'il avait assisté à un passage à tabac. Dans des circonstances où des centaines de détenus sont retenus dans un endroit très grand, dans plusieurs endroits, sur le terrain, parfois en dessous de la grande tribune, certains dans les vestiaires pendant un mois et demi, eh bien l'expérience d'une personne ne vaut pas l'expérience de toutes les personnes dans le stade, ce qui ne remet pas en cause la vérité des faits jugés, à savoir qui ont constaté l'existence de passages à tabac dans le stade. Et cela est corroboré par le fait qu'un des témoins a parlé de l'existence de passages à tabac. Le juge, tant que nous parlons de cela, est-ce que vous pourriez un petit peu développer? Imaginons que les preuves dans notre cas sont les mêmes preuves utilisées par la Chambre qui a abouti au jugement dont il était question, ou dont il est question. Imaginons que ces preuves ne soient pas cohérentes ou soient contradictoires entre elles. Que diriez-vous dans un tel cas? First of all, I have to... Monsieur Tiga, tout d'abord, il se trouve que je n'ai pas envisagé le fait que le juge de la Chambre évalue ces faits jugés et les regarde de près, ceux qui sous-tendent ces faits. Parce que cela dépend de la manière dont nous présentons les arguments en l'espèce. Mais il faudrait que j'analyse ceci dans son contexte, Monsieur le Président. Non pas dans ce contexte-ci, mais je ne suis pas au courant de circonstances, en tout cas en ce qui nous concerne, dans lesquelles ce scénario se présente. Vous avez identifié, par exemple, un autre événement à la question 8 à Sokolats, où vous soulevez ce scénario dans un contexte juridique et ce fait dans un contexte juridique. J'allais y venir, mais je vais en parler maintenant parce que je me concentre sur les questions qui sont liées aux faits jugés, identifiés par les juges de la Chambre. Et à mon sens, en fait, l'analyse ou l'hypothèse n'a pas été présentée ici, en tout cas s'agissant de Sokolats. Le Président, donc l'accusation est contre l'idée que les juges de la Chambre analysent les sources des conclusions précédentes des autres chambres, s'agissant des faits jugés, je veux dire, ou en tout cas de son incidence.
Monsieur Tiger, je ne suis pas en train de dire que je suis en faveur ou contre, Monsieur le Président. La plupart des cas de ce genre, lorsqu'ils se sont présentés, cela est vraiment à l'avantage des faits présentés. Dans le cas du stade de football, j'ai analysé cela pour essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière. Et on parle de certains individus et de passages à tabac qui ont été passés à tabac dans le stade et une personne qui a perdu un œil. Mais je ne l'ai pas cité parce que je ne pensais pas que les juges de la Chambre allaient aborder cette question-là. Et nous avons abordé les faits comme étant correspondant à une présomption. Et nous nous sommes à l'origine concentrés sur le fait de savoir si oui ou non il y a des éléments de preuve crédibles au vu de l'ensemble des éléments de preuve. Mais concernant cette présomption, c'est quelque chose que nous n'avons pas retrouvé dans les faits évoqués à la question 6 et non plus dans la question liée aux faits et au scénario de Sécolade, c'est la question 8. Mais bon, moi je suis disposée à analyser ceci davantage. Il y a une question qui est soulevée, et ce serait difficile pour les juges de la Chambre, semble-t-il, même si vous connaissez les faits de l'espèce et les informations qui sont citées. Je pense que la Chambre de première instance s'est fondée sur l'ensemble des éléments de preuve également. Donc, s'il s'agit d'apprécier la manière dont les différents éléments de preuve individuellement ont été appréciés et sous-pesés, je pense que ce serait assez difficile, un exercice assez difficile pour une autre chambre. Bon, la question 8, j'y ai fait allusion une ou deux reprises. Je vais l'aborder maintenant rapidement. En fait, il s'agit des éléments de preuve entendus en vertu de l'article 92.8 bis et des exposés et des faits énumérés dans les annexes. 14.2 en relation à des éléments de preuve 92 bis qui n'ont pas été corroborés. Par rapport à l'événement de ce collage qui est corroboré ici par une série d'éléments de preuve que nous avons évoqués ici dans les faits énumérés dans les annexes, cela se trouve dans notre tableau et comprend le témoin à décharge Dragomir Obradovic qui est confirmé dans cet incident des 3175 paragraphe 21. Alors pour ce qui est de l'emploi ou l'utilisation des éléments de preuve non corroborés en vertu de l'article 92 bis aux fins des constatations factuelles, Madame Pack a l'intention de les aborder lors de ses arguments. Si cela vous convient, Monsieur le Président, je vais passer à la question numéro 7. Alors, le fait énuméré dans les annexes 14.2, s'il vous plaît. Alors, il s'agit de quelle annexe? Connaissez-vous le numéro de l'annexe, s'il vous plaît? C'est un C, je crois. Then I'll get back to it before I conclude. Yes, A. You're it is correct. A, yeah. Thank you, yes. Your Honors, you asked in question 7 for our submissions in respect of Birchgoat death certificates. So first, we acknowledge that there is no evidence linking the victim named in P4411 to incident B5.1. But the victim named in P4412, Mr. Achtovich, was among the victims buried in a mass grave in Birchgoat, which is listed in Obliash's 22 October report at P1607 at page 14. Rastanich agreed that and testified that the victims in that report were non-Serb civilians who were killed in Birchgoat, including at Luka camp and similar places. And he also testified that he told that to Obliash in a, quote, straightforward, unquote, manner. And that's at P 3023, paragraph 220 through 223. And it'll be up to the trial chamber to determine the sufficiency of that link for its purposes, but that is the information related to the victim in P4412. Just a second. I was told by Judge Latanzi that there's no French translation, and I'm hearing none.
Je n'entends pas la traduction française. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je vous prie de m'excuser. Il semblerait que ce soit résolu maintenant. Veuillez poursuivre. Just a second before that. Un instant, s'il vous plaît. Alors, je souhaite savoir si la défense a des observations à faire concernant cette question. 7. À savoir si vous êtes d'accord avec le lien qui est établi. Monsieur Matt Robinson, il faudrait que nous vérifions cela concernant la deuxième témoin qui est citée. Nous allons l'aborder lors de la présentation de nos arguments. Le Président, je vous remercie. Question et finalement, Monsieur le Président, les juges dans la Chambre ont posé une question à la page 13. Si l'accusation a des arguments à faire valoir concernant l'éventuel effet caractère atténuant de l'accord Holbrooke concernant la fixation de la peine à l'égard de l'accusé. Je souhaite rappeler au juge de la Chambre quels ont été nos arguments le 15 janvier 2014 portant sur l'accord Holbrooke, dans lequel l'accusation a précisé que, alors que l'accusé a volontairement s'est écarté de la vie publique et que cela pourrait constituer un élément atténuant, néanmoins, la gravité des accusations en l'espèce sont importants. Le fait que ceci aurait été conditionné au fait qu'il en aurait tiré un avantage personnel, un avantage personnel, à savoir toute immunité contre des poursuites, minimise, à mon sens, tout facteur atténuant dans ce cadre-là. Donc j'en ai terminé eu égard à la présentation des arguments, de mes arguments et des questions des juges posées par les juges de la Chambre. Et Mme Pack va aborder les questions des juges de la Chambre en rapport avec la campagne de terreur à Sarajevo. Le Président, je vous remercie. Mme Pack. Le Président, bonjour Mme Gustafsson. Alors, dès le début de l'année 1992 et jusqu'à la fin de l'année 1995, le monde a observé, alors que la population civile de Sarajevo essuyait des tirs tous les jours, terrorisée par une campagne de pilonnage et de tirs embusqués lancée et poursuivie par Karadzic et les forces qu'il commandait et contrôlait. Les risques d'être touché par une balle ou un obus ont transformé les décisions de chaque jour en décisions de vie ou de mort, comme l'a dit l'un des civils de Sarajevo, Sabina Savenec. C'était un risque de se déplacer à pied, de se prendre le tram, de rester chez soi. Dans tous les cas, il fallait tous les jours prendre des risques. Le page P492, page 10. Le 23 novembre 1994, elle a été touchée en prenant ce risque, savoir en prenant le train pour rentrer chez elle, pour rentrer du travail. Les civils, cherchant à se soustraire aux balles des tireurs, sont devenus l'image emblématique de Sarajevo. Vous pouvez voir ici des images qui montrent les civils qui risquent leur vie tout simplement et à mettre leur vie en jeu en tout simplement cherchant à traverser la rue. À Sarajevo, les carrefours peuvent être mortels. Il faut les emprunter rapidement car ils offrent une ligne de feu aux tireurs embusqués dans les collines alentours. Ce sont des cibles mouvantes et les infirmes et les personnes âgées sont obligées de l'accepter. Et même lorsqu'ils n'étaient pas dans la ligne de feu des tireurs embusqués, les civils étaient exposés au pilonnage. Des obus pouvaient frapper à tout moment, à tout endroit, comme on peut le voir ici au P2005, qui montre un obus qui tombe sur l'artère commerciale la plus importante en juin 1992.
a round fell directly in the middle of the main shopping street. In spite of everything, people do go out in... Un obus est tombé. Malgré cela, les civils sont dans les rues et les mortiers tuent aléatoirement autour d'eux. C'est une illustration parfaite de ce que le KDZ 185 décrit comme étant des obus qui peuvent tomber n'importe où, le but étant de maintenir un état de terreur. Fin de citation. P 6060, paragraphe 8. Même chez eux, les gens n'étaient pas en sécurité. Sibel Shobo décrit l'attaque G10 à la bombe aérienne modifiée qui a détruit sa maison et tué son cousin ou sa cousine. Je cite, tout à coup, mes fenêtres se sont obscurcies. Et comme si une éclipse était tombée, j'ai levé la tête, des objets me tombaient dessus, des briques, du plâtre. La maison s'écroulait. J'ai senti tout simplement la douleur de l'impact des objets. J'étais enterré sous les décombres et j'ai entendu les enfants qui m'appelaient et qui pleuraient. Je leur ai crié de s'enfuir et de se mettre en sécurité. P488, page 7 à 8. Il s'agit là de l'attaque qui a été présentée à Karadzic par l'état-major principal comme étant une riposte adéquate à, je cite, des activités ennemies. Fin de citation. P 5943, page 5. Et cette image ici, P 1526, montre l'hôpital d'État de Sarajevo qui est dévasté, ce qui montre qu'il n'y avait aucun endroit sûr à Sarajevo. Ashida Faslic a expliqué les blessures atroces qu'elle a subies lorsqu'un obus a explosé au 3e étage de ce même hôpital où elle se trouvait, P470. Cette attaque a eu lieu dans la nuit du 28 au 29 mai 1992, lors du bombardement de la ville, commandé personnellement par Mladic et soutenu par Karadzic. Pour les détails, veuillez vous reporter à notre mémoire en clôture, paragraphe 727. Ceux qui ont connu cette campagne ont expliqué que son message était clair. Vous n'êtes jamais en sécurité, à aucun moment, à aucun endroit. Par exemple, KDZ 079, P480, paragraphe 21-22, BEL, P 1996, paragraphe 71, MOL, P 1426, paragraphe 9. En d'autres termes, la terreur. Et tous les témoins les uns après les autres, des militaires des Nations Unies chevronnés et du personnel civil, ont observé la campagne jour après jour et ont pu expliquer que son but était de répandre la terreur parmi la population civile de Sarajevo. Et je me réfère ici aux paragraphes 608 et 784 de notre mémoire en clôture. Karadzic a supervisé cette campagne de terreur et avec d'autres tels que Mladic, Kalic et Drago Milcevic a utilisé la terreur comme outil stratégique pour influencer les négociations, riposter à des événements jugés défavorables, intensifier ou relâcher les pressions politiques et punir la population. Comme Anthony Banbury l'a expliqué, je cite, Mladic et Karadzic avaient toute possibilité de moduler le niveau de terreur. Ils pouvaient améliorer les conditions, par exemple en ouvrant l'aéroport, en autorisant l'approvisionnement d'articles commerciaux, en fournissant du gaz, en mettant fin aux tirs embusqués, au pilonnage, et ils pouvaient également empirer la situation en faisant le contraire. Ces hommes ont montré qu'ils détenaient ces pouvoirs en les utilisant pour influencer les négociations. Fin de citation. P 2451, paragraphe 200. Les témoins les uns après les autres ont également fait état de cette observation. Paragraphe 608-609 de notre mémoire en clôture et d'autres détails relatifs à cette campagne sont également décrits dans notre mémoire en clôture. Dans ce contexte, je voulais à présent répondre à certains des arguments avancés par la défense dans son mémoire en clôture. Je voulais commencer par répondre
aux arguments de la défense en ce qui concerne la responsabilité de l'accusé vis-à-vis des crimes de la campagne. Ensuite, je parlerai des arguments de la défense au sujet de la nature de la campagne pour conclure en répondant à certains arguments de la défense en ce qui concerne les faits énumérés dans les annexes. En tant que président de l'ARS et commandant suprême de ses forces armées, Karadzic a mené une campagne de terreur pendant 3 ans et demi, tout en détournant le flux incessant des protestations. Son intention des crimes de terreur, meurtres et attaques illégales et sa responsabilité en participant à l'entreprise criminelle commune relative à ces crimes découlent de son rôle central dans cette campagne. Et je renvoie à nos arguments à ce sujet, par exemple les paragraphes 614 à 652 et 797 de notre mémoire en clôture. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je me concentrerai sur certains des arguments avancés par la défense en ce qui concerne le rôle de Karadzic dans cette campagne et l'intention vis-à-vis des crimes. La défense, en dépit des preuves accablantes démontrant le contraire, avance que Karadzic n'était pas au courant de cette campagne de pilonnage et de tir embusqué qui se déroulait tout près de son QG à Palais. Nous avons décrit les protestations internationales dans notre mémoire qui ont été adressées à Karadzic, paragraphe 644 et 649 de notre mémoire, et au paragraphe de 2306 à 2314 de son mémoire. La défense semble dire que ces protestations étaient si peu fiables, voire erronées, qu'elle n'informait pas Karadzic des crimes et que de ce fait, il pouvait les ignorer. Toutefois, les preuves invoquées par la défense pour étayer cette affirmation prouvent tout le contraire. Par exemple, au paragraphe 2307, la défense dit que plusieurs incidents démontrent l'incapacité des forces internationales à dresser des rapports adéquats de la situation telle qu'elle était à l'époque. Fin de citation. La défense invoque 2 incidents, notamment, elle dit que lors de son témoignage sur le pilonnage de la télévision en avril 1992, Colin Doyle ne savait pas où les unités militaires étaient déployées. Et cela, selon la défense, est une indication claire des défaillances des procédures d'établissement des rapports. Fin de citation. Cela trahit le témoignage de Doyle parce qu'à la page 2721 du compte-rendu d'honneur, à une question de savoir à quel parti appartenait un groupe paramilitaire donné, il a répondu que savoir cela ne faisait pas partie de son rôle et plus important. Mais il n'a pas dit cela. Il n'a pas dit qu'il ne savait pas où les unités militaires se trouvaient. Plus important, la défense fait abstraction du fait que Karadzic a admis devant Doyle que les Serbes avaient attaqué la télévision et ensuite il a dit qu'il l'avait fait sans sa permission. P917, paragraphe 77-78. Et donc, même s'il avait été vrai que Doyle ne savait pas où se trouvaient les unités militaires, cela ne porte en rien atteinte à la crédibilité ou à la fiabilité des protestations adressées à Karadzic. L'autre incident l'autre cas de rapport non fiable, c'est qu'en juillet, Wilson n'a pas pu observer les positions à partir desquelles les tirs étaient faits en jour particulier en mai 92. Mais il faut dire que cette preuve ne fait état ou ne permet de faire apparaître aucun défaut systémique dans les rapports internationaux. Il s'est rendu dans des zones autour de Sarajevo, P1029, paragraphe 49, et Wilson a décrit la procédure détaillée suivie par les observateurs internationaux pour faire en sorte que les informations étaient exactes. Et c'était le cas avec Doyle. Wilson explique que lorsqu'il a
parler à Karadzic du pilonnage aléatoire de Sarajevo par les forces serbes, que le général Wilson avait observé lui-même. Karadzic n'a pas nié cela. Il a simplement dit que c'était justifié. Il disait, je cite, nous défendions le territoire. Il défendait le territoire serbe. Donc, ces deux exemples de la défense sont deux exemples où, si vous voulez, dès le début du conflit, Karadzic a répondu aux protestations internationales en reconnaissant la responsabilité serbe. Cela est suffisant pour rejeter tout l'argument de la défense selon lequel Karadzic n'était pas suffisamment informé des crimes par les observateurs internationaux. Paragraphe comme le montrent les exemples, paragraphe 628 635 de notre mémoire, Karadzic répondait aux protestations régulières des observateurs nationaux avec des reconnaissances, mais également de fausses promesses, des justifications, ainsi que des démentis et de menaces selon les circonstances. La nature trompeuse de ces réponses est également illustrée par sa réaction au général Morion le 30 mai 1992 lorsque le général Morion lui demande de cesser le bombardement de Sarajevo. Karadzic commence par justifier ce pilonnage par une réaction excessive de forces insuffisamment préparées qui n'étaient pas bombardées, qui n'étaient pas sous le contrôle des supérieurs. Confirms that Karadzic's claim about inexperienced and self. Les interprètes demandent à l'oratrice de ralentir. Le compte-rendu n'arrive pas à suivre. In another effort to undermine the voluminous evidence of international. Dans un autre effort pour réfuter le nombre très important de preuves de protestation adressées à Karadzic, au paragraphe 2308 à 2330, Karadzic indique que as these claims rely on evidence from these very same international officials. Donc Karadzic déclare que les observateurs internationaux étaient soit des victimes, soit étaient partis au conflit. Président, un moment. Vous avez entendu la demande des interprètes? Examinez la page 13, ligne 9 du compte-rendu d'audience. La nature mensongère de ces réponses est illustrée par sa réaction vis-à-vis du général Morion lorsque Morion lui a fait peur de l'appel du secrétaire général pour mettre fin au bombardement de Sarajevo. Ensuite, il s'est contredit et puis il y a quelque chose qui manque dans le compte-rendu d'audience. Ensuite, il s'est contredit en disant qu'il était en mesure de faire cesser le bombardement. Il a contacté Mladic à cet effet. Le président, est-ce que vous n'avez pas dit que ce n'était pas une réaction professionnelle ou quelque chose comme ça? Et l'épreuve selon laquelle Karadzic avait soutenu la proposition de Mladic de réaliser ce bombardement que Mladic l'avait commandé. Paragraphe 727 de notre mémoire. Le président, d'accord, je vous prie de continuer, mais vous savez que vous devriez ralentir. Oui, monsieur le président, merci. Et la dernière ligne, cela confirme que l'affirmation au sujet de forces inexpérimentées était tout à fait fausse. Now, at paragraph 2313. Au paragraphe 2308, la défense invoque les preuves du général Rose pour dire que la fausse image présentée par les musulmans était un facteur qui contribuait à un manque d'objectivité. La fort prenu. Fin de citation. Le général Rose n'a pas dit cela. Il a seulement confirmé que c'était le point de vue des Serbes de Bosnie. Page 7290.
La défense continue et trahit grossièrement le témoignage du général Rose en disant qu'il soutient l'affirmation selon laquelle la Fort Prenu a facilité, participé à l'acheminement commercial clandestin, ce qu'on interprète, d'armes ou d'équipements militaires et des musulmans de Boslim. Comme vous pouvez le voir ici, dans le témoignage invoqué, Rose a catégoriquement nié cette thèse. Je cite, premièrement, je dément formellement que les Nations Unies aient facilité, voire participé à l'acheminement clandestin d'armes ou d'équipements militaires vers l'autre partie. Fin de citation. Et quelle était la position effective de Rose en ce qui concerne l'objectivité des Nations Unies? Ce que l'on ne trouve pas d'ailleurs dans le mémorandum de défense, citation, nous avons agi de manière correcte et impartiale, et dire autre chose rendrait vain les sacrifices de ceux qui sont morts lors de la mission de maintien de la paix des Nations Unies, et ce ne serait pas opportun. Fin de citation. Compte rendu d'audience, page 5532. Au paragraphe 2312. La défense invoque Fraser Thomas Molley Wilson pour défendre la thèse selon laquelle la BH tirait depuis des zones civiles afin de provoquer une riposte de la SRK que l'on pouvait ensuite reprocher aux Serbes. Ces témoins ont clairement reconnu que cela s'est produit et cela a été condamné par les Nations Unies. Toutefois, ces témoins ont également décrit la riposte indiscriminée des Serbes à de tels tirs qui reflètent clairement une intention de cibler les civils et les objectifs civils. Moll, par exemple, a décrit cette réponse comme étant inutile et dépassant de très loin ce qui eût été nécessaire pour détruire la cible, avec des tirs limités à la source des tirs et une durée telle qu'il subsistait peu de chances que les unités ennemies soient toujours au même endroit. Compte rendu d'audience, page 5892 à 5893. Le général Fraser a parler d'un cas où les Serbes ont tiré plus de 20 obus au hasard dans la ville en riposte à quelques tirs de la BIH sur la caserne de Lukavica. Page 8006 à 8007 du compte-rendu d'audience. Et Wilson a observé les Serbes riposter à 2 ou 3 tirs de mortier de la BIH en tirant 200 obus sur une large zone urbaine, incendiant des appartements. Une riposte décrite par lui comme étant entièrement disproportionnée, je cite, et je cite, typique de ce qui s'est passé à l'époque. Fin de citation. Page 4132 à 4133 du compte-rendu d'audience. La défense a passé sous silence ces preuves qui montrent que les observateurs internationaux à Sarajevo n'étaient pas dupes des tirs de la BIH visant à provoquer la riposte de la SRK, et pas plus qu'ils n'étaient dupes de l'utilisation par la SRK de ces tirs comme prétexte pour terroriser la population à l'aide de pilonnages au hasard et inutiles. Compte tenu de la masse de protestations adressées directement à Karadzic et ses collaborateurs lors de la campagne, paragraphe 644-649, Karadzic affirme au paragraphe 2962-2966 qu'il n'est pas informé par le biais de la chaîne hiérarchique de la SVRK d'actes de terreur ou d'attaques illégales. Mais cela donc cette affirmation ne l'aide pas à soutenir la thèse selon laquelle il n'était pas au courant de la nature de la campagne de terreur. Au contraire, l'absence de rapport compte tenu
du fait que, d'une part, le système de communication militaire fonctionnait bien et complexe, et compte tenu également des preuves accablantes selon lesquelles la SRK pilonnait et tirait sur les civils tous les jours pendant 4 ans, eh bien, donc, cette absence démontre que ces attaques étaient tout simplement considérées comme routinières et acceptées à tous les niveaux de la chaîne hiérarchique. Les efforts, les tentatives de la défense au paragraphe 1960-2163 de faire valoir le fait que les communications de la SRK étaient détériorées au point qu'on pouvait parler de chaos, se fondent sur une exagération grossière et des inexactitudes. Par exemple, au paragraphe 2963, il est indiqué que des problèmes au sein du système de commandement et de contrôle ont subsisté jusqu'à la fin de la guerre. La défense invoque 2 preuves. Premièrement, dès 5841, un avertissement du commandant de la SRK au sujet de l'absence de rapport mensuel sur le moral des troupes. En d'autres termes, on se concentre sur une défaillance mineure, ce qui indique que le système fonctionnait bien. Deuxième preuve, le témoignage de Dragomir Milicevic au sujet de ce document, et ce témoignage confirme la même chose. À la page 32879, il a déclaré, je cite, « Je sais que le système était en place et pouvait garantir notre fonctionnement normal et tout type d'intervention de cette nature était tout simplement l'expression de la nécessité de l'améliorer ou d'en éliminer les défauts. Comme je sais où aboutit toute la situation, je sais que le système, à la fin, fonctionnait parfaitement. » Fin de citation. Voici un nouvel exemple où les preuves de la défense contredisent la thèse même qu'elles sont censées étayer. Et comme le montrent les preuves au paragraphe 676 à 697 de notre mémoire, le SRK bénéficiait de communication, de contrôle et de commandement excellent pendant toute la durée de la campagne. Karadzic a utilisé ce système de commandement, de contrôle et de communication pour contrôler directement l'intensité de la campagne de pilonnage et de tir embusqué pour réaliser ses objectifs stratégiques. Par exemple, le 7 février 1994, Karadzic a promulgué cet ordre, P3053, destiné à l'état-major principal, au commandant de la SRK et aux brigades de SRK. Dans le préambule, Karadzic explique que les circonstances sont telles que l'existence même de l'État serbe est menacée. Point 2 du préambule. De ce fait, il ordonne un contrôle strict des ripostes. Il ordonne de ne viser que des cibles militaires et d'empêcher le pilonnage non contrôlé. Karadzic a donné cet ordre pour répondre à la menace de frappe aérienne de l'OTAN à la suite du massacre de Makele qui a généré une indignation internationale. Le jour même où Karadzic lui a donné cet ordre, Akashi lui avait dit avec fermeté que s'il n'acceptait un cessez-le-feu, les Nations Unies céderaient la pression internationale et consentiraient à des frappes aériennes de l'OTAN. Milovanovic a immédiatement exécuté l'ordre Karadzic au P4493, qui a été promulgué le jour même. 2 jours plus tard, le 9 février, le jour où l'OTAN a exigé que les Serbes de Bosnie retirent leurs armements lourds ou s'exposent à une intervention militaire de l'OTAN, les Serbes de Bosnie ont consenti un cessez-le-feu le lendemain, en ce compris un accord de retrait des armements lourds. P826, page 2 et 4. Comme Krajčník l'a dit à l'époque, je cite, nous allons faire n'importe quoi pour éviter les frappes aériennes.
sauf capituler. Fin de citation. P827, page 6. Et le cessez-le-feu a également été immédiatement mis en œuvre, comme le montre cet ordre de la SRK du 10 février. P1842. Elle porte mise en œuvre explicite du cessez-le-feu et ordre à toutes les unités de la SRK de cesser les tirs d'artillerie, de chars d'infanterie et de tireurs embusqués à 12 heures le 10 février 1994. Et l'efficacité de cet ordre était tangible. 7 jours plus tard, la Fort-Pronu a indiqué dans un rapport « Sarajevo est calme, le cessez-le-feu est le plus efficace depuis le début. Pour la première fois depuis la guerre, Sarajevo est calme et elle a été depuis que l'OTAN a menacé d'utiliser des frappes aériennes contre les armements lourds autour de la ville. P827, page 1-2. Comme tous ces documents le démontrent, lorsque Karadzic était le dos au mur, lorsqu'une intervention militaire occidentale était imminente, il ne disait plus qu'il ne pouvait plus contrôler ces artilleurs rebelles ou se soustraire aux critiques avec de fausses promesses ni avancer des justifications. Il n'était plus gêné par des routes en mauvais état ou de mauvaises lignes téléphoniques ou des coupures de courant. Lui, le commandant suprême, utilisait son autorité, son contrôle pour mettre fin de manière provisoire à cette campagne de terreur. Au paragraphe de 1982 de son mémoire, la défense évoque l'ordre, après Marcalé, de Karadzic visant à mettre fin ou à faire cesser le pilonnage. Selon la défense, cet ordre montre que Karadzic ordonnait le respect du droit international et la protection des civils. Mais au contraire, cet ordre et toutes les preuves y afférentes montrent que Karadzic aurait pu mettre fin à la campagne de terreur. Il aurait pu mettre fin aux souffrances quotidiennes de la population civile de Sarajevo. Mais ce qu'il a fait plutôt, c'est la relâcher de manière provisoire pour éviter les frappes aériennes facilitant sa poursuite. Il a continué à présider à cette campagne de terreur pendant 2 années supplémentaires quasiment, jusqu'à ce qu'elle atteigne son paroxysme au moment du printemps et de l'été de 1995, lorsque les forbes serbes ont intensifié les pilonnages et les tirs embusqués, lancé une série de bombes aériennes modifiées. Sur la ville en riposte à des offensives de l'ABH et des frappes aériennes de l'OTAN. D'autres exemples où Karadzic exerce un contrôle direct sur le pilonnage et les tirs embusqués sont invoqués par la défense et correspondent avec le fait qu'en réalité, il modulait la campagne. Par exemple, au paragraphe de 1983, la défense indique et c'est à la pièce P 4804, l'ordre d'août 1993 au colonel Pestorievitch, au général Gvero de Karadzic, est que aucun des miens ne doit aller vers la ville. Mais cela démontre également la tentative de Karadzic, selon la défense, donc, de respecter le droit international et de protéger les civils. La défense passe sous silence le fait que la justification explicite de Karadzic de cet ordre n'est pas la protection des civils de Sarajevo, mais la protection des Serbes de Bosnie. Pour reprendre ces termes, c'est ce qu'il a dit à Gvero lorsqu'il a émis cet ordre. Si des obus tombaient sur Sarajevo, ce serait le plus grand malheur qui puisse tomber sur nous en ce moment. P 4804. La défense passe également sous silence P 825, l'exécution par Galic, qui date du même jour, où il cite expressément la menace d'intervention aérienne de l'OTAN et les négociations politiques en cours comme étant la justification du
fait qu'il faut cesser de pilonner Sarajevo. Comme nous l'avons dit dans notre mémoire au paragraphe 624, il s'agit d'un autre exemple où Karadzic exerce un contrôle opérationnel direct sur le pilonnage de Sarajevo afin d'éviter les frappes aériennes. De la même manière, l'ordre de Karadzic, dès 4510, cité au paragraphe de 1971 du mémoire de la Défense, est lié à une pression extérieure, comme le prouve dès 172. Donc, une fois de plus, les preuves eux-mêmes invoquées par la Défense pour prouver que Karadzic cherchait à protéger la population civile montrent tout le contraire. Cela confirme le nombre important d'autres preuves qui démontrent que Karadzic et d'autres membres de l'équipe dirigeante des Serbes de Bosnie modulaient le niveau de terreur vers le haut et vers le bas pour influencer les négociations, sanctionner les musulmans à la suite d'actions militaires de la BH ailleurs ou pour réaliser leurs objectifs politiques d'autres manières. Et je renvoie au paragraphe 609 ainsi que 620 et 627 de notre mémoire en clôture. Au paragraphe de 1997 à 3000, la Défense affirme que Karadzic a pris des mesures pour commanditer des enquêtes et sanctionner les crimes liés au pilonnage et au tir embusqué. Les prétendus exemples de la défense d'enquête cités au paragraphe de 1997 ne révèlent pas en réalité de tels cas. Aucun des 4 documents invoqués ne font mention de faits de tir sur des civils. Au même paragraphe, la défense invoque la déclaration de Milosevic selon laquelle il a soumis 70 rapports criminels tout en s'abstenant de relever que lui-même a dit ne pas être capable si l'un de ces rapports portait sur des faits de tir sur des civils à Sarajevo, T33-212. Lors de son discours devant l'Assemblée de novembre 1994, P1403, évoqué au paragraphe 3000 du mémoire de la Défense, eh bien, Karadzic, au contraire de ce que dit la Défense, ne dit pas en fait qu'il démontrait qu'il faisait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher le pilonnage illégal de la ville. En fait, plutôt que de prendre un passage tel qu'il est cité par la Défense, si l'on s'attache à la totalité du discours, et ce discours montre qu'il est clair que Karadzic savait que des soldats ivres tiraient sans aucune finalité des obus sur Sarajevo. Et Karadzic se plaignait de ce que cela l'avait mis dans l'embarras et constituait un gaspillage de munitions onéreuses. Une telle nonchalance par rapport à une conduite d'une illégalité criante corrobore le fait qu'à ce stade, Karadzic avait autorisé ces comportements pendant presque 2 ans et demi de manière continue et allait continuer à les autoriser pendant une année supplémentaire. Ici encore, les preuves évoquées ou invoquées par la Défense réfutent la thèse qu'elles sont censées étayer. Les preuves prétendues de réponse au sujet des enquêtes et des sanctions mettent au jour le fait que Karadzic Mladic est commandant de la SRK, n'ont tout simplement pas mené d'enquête ou sanctionné le pilonnage et les tirs contre les civils et constitue une nouvelle illustration de cette campagne criminelle, de leur intention de mener cette campagne criminelle. Au paragraphe de 1984 à 1996, la Défense affirme que Karadzic n'a pas restreint mais favorisé l'aide humanitaire et les services publics à Sarajevo.
Une grande partie de ces preuves démontre le fait que Karadzic pouvait contrôler l'aide humanitaire et les services publics et semble indiquer qu'il pouvait les moduler pour contribuer à sa campagne de terreur. Et si Karadzic déclare que plusieurs témoins internationaux ont confirmé son esprit de coopération dans ce contexte, les preuves invoquées ne contiennent aucun fondement à la thèse selon laquelle Karadzic ait coopéré avec quiconque pour permettre l'acheminement d'aide ou la fourniture de services publics. Cela n'est pas surprenant à la lumière des observations constantes des fonctionnaires internationaux sur lesquels Karadzic et les Serbes de Bosnie contrôlaient le flux des services publics et d'aide humanitaire et cela était une autre. Cela leur permettait de garder la main sur ce que Harland a appelé le robinet de la terreur. Harland, P820, paragraphe 39, voire également paragraphe 622 et 782 de notre mémoire. En résumé, la défense les preuves invoquées par la défense pour atténuer la responsabilité criminelle de Karadzic soutiennent la conclusion inverse. Non seulement Karadzic savait que ses subordonnés répandaient la terreur chez les civils en tirant toutes sortes de projectiles, des balles, des bombes aériennes, tout en les privant d'aliments, d'eau et de carburant. Et en fait, Karadzic a contrôlé et modulé sa terreur en l'utilisant pour poursuivre ses objectifs stratégiques. Pendant des mois, aussi atroces les uns que les autres, pendant 3 ans et demi, les civils de Sarajevo étaient à sa merci et il ne leur en a témoigné aucune. Je vais à présent aborder les arguments de la défense sur la nature de la campagne. Premièrement, j'ai parlé des preuves au sujet du pilonnage constant et des tirs contre les tirs embusqués contre les civils, qui, selon de nombreux observateurs, avaient pour but de répandre la terreur auprès de la population civile. La défense nous présente une explication tout autre. Il ne s'agissait pas de 4 mois de terreur causés par le pilonnage constant et le pilonnage des civils pendant 44 mois selon la défense. La SRK s'est livrée à une campagne précise et légale visant des objectifs strictement militaires. Cette version des événements se fondent sur l'affirmation des officiers de la SRK qui sont accusés d'être les premiers responsables de cette campagne de terreur, notamment de commandants de guerre qui ont été condamnés pour cela. Mais indépendamment du fait qu'il s'agit d'un récit qui sert ses propres intérêts, indépendamment du fait que cela est en contradiction flagrante avec les récits de ceux qui ont vécu la campagne, en ce compris des militaires chevronnés, et en plus, indépendamment du fait que cela est contredit par tout ce que le monde entier a pu observer à la télévision, le récit de la défense s'effondre sous le poids de ses propres contradictions. Et donc, à lui seul, en outre, donc indépendamment de tout cela, eh bien, il faut savoir que, en soi, ce récit est intenable. Il est peut-être temps de faire une pause, Madame et Messieurs les juges. Le Président, oui, nous allons avoir une pause de 20 minutes et nous allons reprendre à 10h17.